Alors juste avant qu'on démarre les amis, je voulais préciser à ceux qui n'avaient pas vu passer l'info que mes vidéos sont désormais disponibles en podcast. J'ai pensé en gros à ceux qui prennent la route le matin, les transports en commun, peut-être au petit-déj, avant de s'endormir, à la salle de sport, que sais-je, ou peut-être ceux qui ont juste pas envie de voir mon visage, que toutes mes vidéos, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, toutes les plateformes d'écoute, sont désormais disponibles au format audio, si ça vous intéresse. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, si content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est de retour avec Stan et là on a un sujet très costaud, très coriace. Je me suis réveillé l'autre jour et je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas se faire une vidéo qui va faire peut-être 1 heure, je sais pas, on va voir, mais notre top 5 chacun des plus grandes équipes du 21e siècle. Quelle est la plus grande équipe du 21e siècle? Et alors, je le dis tout de suite, dans notre définition, entre guillemets, on s'est dit qu'à chaque fois, il faut fixer une saison. On ne peut pas dire le Barça de Guardiola, le Milan AC de Carlo Ancelotti. Il faut toujours choisir une saison qui est accolée. Et du coup, ça rend le challenge un peu plus difficile, mais assez excitant. Donc, ça va être très costaud. Stan, j'espère que tout va bien pour toi, que ça se passe bien en ce moment et que tu es prêt. Qu'est-ce que tu nous dis? Ouais, en pleine forme, en pleine forme. J'espère que de ton côté aussi, tout va bien, que les gens qui vont regarder cette vidéo sont en paix et en santé là où ils sont. Franchement, j'ai très hâte, ouais, très difficile comme sujet parce qu'il n'y a pas beaucoup d'objectivité, quoi. Tu vois, c'est assez subjectif parce que j'ai l'impression que chaque fan de football, à chaque saison, dépendamment de la finalité de sa saison, peut considérer si c'est une réussite ou un échec, tu vois. Donc nous, de l'extérieur, si tu n'es pas fan d'un certain club, peut-être que tu n'as pas vu ce que le fan, lui, il a vu réellement, en fait, tu vois. Donc c'est pas très facile, mais bon, on s'est prêté au jeu et puis je suis sûr et certain que dans la liste complémentaire, dans les commentaires, ils pourront se faire plaisir et balancer leur saison préférée. C'est clair. Non, mais t'as raison, ça me met le doigt sur quelque chose, c'est comment est-ce qu'on définit finalement la plus grande équipe, etc. Il n'y a pas de vraie définition, entre guillemets, mais moi, le truc auquel j'ai essayé de m'astreindre, c'est peut-être celles qui m'ont le plus impressionné, estomaqué, où je me suis dit, waouh, cette équipe-là, elle me semble imbattable en fait. Je la trouve trop forte. Et du coup, peut-être que parfois, ça va même au-delà des titres, entre guillemets, qui ont été gagnés. Peut-être que parfois, je récompense pas la qualité de la saison en tant que telle, même si souvent, quand même, c'est le cas. Mais c'est surtout vraiment l'impression, l'émotion. Parfois, tu vois des équipes, ça te prend au ventre ou au cœur et tu te dis, mais comment c'est possible de les battre, ces gars-là? Et tu mets aussi le doigt sur quelque chose, c'est la subjectivité. Et je crois que certains supporters seront peut-être pas très heureux, mais moi, j'essaie d'être le plus objectif. Tu sais, toi, on en parle souvent, on n'a pas de parti pris sur une équipe, toi Arsenal, moi l'Olympique Lyonnais, sinon tout le reste je me considère comme absolument neutre. Je préfère pas le Barça au Real, je préfère pas le Bayern à Dortmund, Chelsea, Arsenal, etc. Tout ça je m'en fous entre guillemets, donc voilà, juste pour replacer les bases. Disclaimer de début. Ouais, c'est ça, c'est le gros disclaimer qui peut être important parce que du coup j'ai une première question et je vais juste te demander de dire oui ou non, après j'enchaîne et tu me diras, mais ma première question, est-ce que dans ton top 5, tu as mis une équipe du Real Madrid? Non. Ça, tu vois, ça c'est complexe. Ça c'est complexe parce que moi aussi, je me suis beaucoup posé cette question. Ouais. Et c'est chaud en fait parce que le Real Madrid, c'est objectivement, on peut le dire, le plus grand club de l'histoire. C'est pour sûr, en tout cas, le plus grand club du 21e siècle. Il gagne 6 Ligues des Champions au 21e siècle, même 7 si tu comptes celle de 2000, même s'il ne faudrait pas, parce que 2000, officiellement, c'est pas le 21e siècle. Mais bref, ils ont totalement écrasé ce début de siècle. Mais il n'y a que 2 années, finalement, où ils font le doublé Ligue des Champions. C'est 2016-2017 et c'est 2021-2022, juste la saison dernière. Alors du coup, 2016-2017... ils font une superbe année, on est d'accord, mais ils battent pas une seule fois le Barça. Ils les jouent 2 fois, ils font un nul, une défaite. En Liga, ils gagnent le titre, mais ils sont pas la meilleure attaque et ils sont pas la meilleure défense non plus. Ils n'ont pas produit cette saison dominatrice nationalement. Et quand on connaît l'importance de cette dualité Barça-Real, etc., c'est quand même un truc qui moi me parle. Leur parcours en Ligue des Champions, il est bon. Ils sortent coup sur coup Naples, Bayern, Atlético et Juve. C'est que des équipes coriaces. Et pour le coup, ils dominent vraiment la finale 4-1 contre la Juve. Sur leurs 5 dernières Ligues des Champions, les très récentes là, je pense que c'est leur victoire la plus dominante en finale. Mais typiquement, c'est une année où tu vois, quand on pense au Real Madrid, des grandes saisons, moi je pense tout de suite BBC par exemple, c'est une année où ni Bale ni Benzema sont au top. En vrai, 2016-2017, c'est avant tout
Cristiano Ronaldo et un peu de Isco aussi par exemple qui fait une super saison, Kroos qui fait peut-être une de ses meilleures saisons au Real Madrid, Marcelo, etc. Mais surtout la tête d'affiche c'est Cristiano avant tout. Maintenant c'est vrai que sur la mentalité ils étaient dingues, il y a quelques séquences de jeu qui sont folles. Moi du coup pour répondre à la question que je t'ai posée, je pense que je les mets quand même mais 5e. Je les mets à la 5e position. Le Real Madrid de 2021-2022 je le mets pas parce que même s'ils font la plus grande campagne de Ligue des Champions du 21e siècle, peut-être de l'histoire, avec tous les scénarios incroyables qu'on connaît, toutes les équipes qu'ils rencontrent, sur les tours à élimination directe, ils perdent à chaque fois un des deux matchs et ils prennent un match que tu es allé voir, il me semble, au Santiago Bernabéu, ils prennent 0-4 contre le Barça sur la deuxième partie de saison. Donc voilà, c'était pas cette équipe dominatrice, elle a été folle, elle nous a offert des moments fous, mais pas dominatrice. 2016-2017, du coup, voilà, je les mets 5e dans mon classement, mais ça a été tendu jusqu'au bout et c'est parce que je ne savais pas forcément quelle équipe mettre à la place. Mon top 3, il est assez clair pour moi, je suis très confiant. Sur le reste, un peu moins, il y a beaucoup d'équipes qu'on pourrait citer. Mais voilà, en gros, c'est comme ça que j'ouvre mon top 5. Qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à ça? Non, c'est assez compliqué parce que tout ce que tu as dit là, c'est tellement vrai. Ce Real-là, c'est une équipe qui a dominé. Moi, c'est pour ça que j'ai dit que, c'est vrai, je disais tout à l'heure, effectivement, que si tu es fan, tu vois quelque chose que peut-être nous, on ne voit pas. Moi, je me rappelle très bien, surtout de l'année 2017-2018, parce que Cristiano, effectivement, il est au top. Et je pense même que c'est juste après qu'il s'en va. Parce qu'il y a des choses qui se passent, en fait, ou peut-être que lui, je pense peut-être qu'il y avait des ententes salariales, des demandes de prolongation, plein de choses avec Florentino, etc. Peut-être qu'il n'a pas été, il s'est peut-être pas senti à l'aise, il s'est peut-être pas senti respecté à la hauteur de sa valeur ou quoi que ce soit. Donc, ça fait qu'il y a tellement de choses qui se sont passées où je me dis que cette équipe-là, en termes de talent seulement, on peut pas beaucoup parler, quoi. Tu vois, ça reste le Real. Cette semaine, ils vont jouer face à Liverpool. On ne sait pas ce qui va se passer. Ils sont capables de faire comme au match aller, comme ils sont capables aussi peut-être de faire comme lors du match face à la Juve, où je me rappelle pas, ils avaient gagné 3-0 à l'aller et au retour, la Juve a failli le refaire, sauf si ce n'était cette faute de Benatia sur Vasquez. Donc c'est un Real qui a toujours été impressionnant, mais d'un autre côté, ouais, effectivement, j'ai beaucoup hésité moi aussi, parce que je me suis dit, c'est pas possible, tu peux pas avoir gagné 3 Ligues des Champions d'affilée. Enfin, il y a tellement de facteurs qui font que je me dis, non, attends, si on s'arrête tout de suite, on doit dire Real et puis on arrête la vidéo. Ouais. Mais pour moi, ça marche pas vraiment comme ça, donc je sais pas, j'ai envie de les féliciter, c'est un grand club. Encore une fois, ils vont nous surprendre sûrement, comme ils ont l'habitude de le faire. Cependant, bon, durant toutes ces dernières années aussi, j'ai pas vu de triplé. Tu vois, j'ai pas vu de sextuple, j'ai pas vu d'une domination peut-être de A à Z sur l'année civile, tu vois. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais à la fin, ils ont gagné des titres. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Si tu les mets 5e ou tu les mets dans ton top 5, je suis tout à fait d'accord, ça fait du sens. Et je pense que là, encore une fois, vient cet aspect un tout petit peu de subjectivité, quoi, tu vois. S'il y a une autre équipe qui, moi aussi, dans ce sens-là, un tout petit peu m'a impressionné, j'ai envie de dire, parce que la liste, elle est vraiment pas facile à faire. Hein. Je dis que là, j'ai envie de parler, j'ai de l'anxiété. Là, c'est rare que je fasse des vidéos où j'ai de l'anxiété. Je ne sais pas quoi raconter parce qu'il y a eu tellement de grandes équipes, mais j'ai envie de mettre le Bayern de 2012-2013 de Jupp Heynckes. Je pense que ce Bayern-là, moi, il m'a marqué. Pourquoi il m'a marqué? Parce que je trouve que leur saison déjà été exceptionnelle. Ils ont réussi à tout gagner sur cette année-là, en fait. Ils avaient des joueurs vraiment magnifiques. Moi, je me rappelle encore une fois de Robben, Ribéry. Tu as l'impression que vraiment, je pense que cette équipe-là est littéralement à son prime. C'est une équipe qui réussit en Ligue des Champions 7-1, 7-0, je ne sais même plus, face au Barça. 7-0. 7-0 face au Barça. C'est-à-dire un match vraiment, on peut dire ça, c'est un match référence parce que c'est des matchs qui t'ont marqué à vie. Moi, j'étais à l'université, donc j'étais pas forcément dans cet aspect YouTube, vidéo, tout ça, c'était pas du tout ce que je faisais. Donc, j'étais concentré sur d'autres choses. Donc, quand tu sors de ta concentration scolaire pour rentrer dans un match de football et qu'il t'est resté en tête, je dis bien, plus de 10 ans plus tard, c'est parce que réellement, ce match-là a dû vraiment te marquer. Donc, pour moi, ce Bayern-là, ils avaient dominé, ils étaient très forts. Le style de jeu était vraiment magnifique. Ça jouait très, très bien. Ça sortait bien le ballon. Donc, et puis, tu avais un coach aussi, un Heynckes qui est un tonton, qui est un vieux en fait, tu vois. Donc tu te poses des questions à savoir est-ce qu'il est capable de réinsuffler ce qu'il a eu à faire dans le temps, et il a réussi à le faire encore une fois. Donc j'ai envie de dire que, je sais pas, dans mon top 5, j'ai quand même mis ce Bayern-là de 2012 à 2013. Je sais pas si je les mets 5e, 4e, 3e. Ouais, ils sont dedans quand même. Pas mal, pas mal. Ben, moi aussi, je les mettais. Moi, ils sont 4e, justement. Donc, c'est la progression logique. Je les mets 4e parce que, comme tu as dit, ils font le triplé.
c'est le pic de Ribéry. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, Robben Ribéry. Là, ils font la saison Robben Ribéry en entier. Ils sont ultra performants. J'ai le 4-2-3-1 là, de la finale de Ligue des Champions contre Dortmund. Donc, ils sont bien sûr les deux sur les ailes. C'est Thomas Müller en 10, Mandzukic en pointe. Le double pivot Martinez-Schweinsteiger. C'est une équipe qui est impressionnante parce qu'elle fait le record de points en Bundesliga. 91 sur 34 matchs, c'est pas mal 91 points, c'est encore aujourd'hui le record. Et c'est une équipe qui finit avec 25 points d'avance sur le Dortmund. Et c'est pas n'importe quel Dortmund, c'est le Dortmund de Klopp qui a encore Lewandowski et qui vient de gagner les 2 derniers titres précédents. Donc c'est une vraie menace, ils leur mettent 25 points dans la face. Ils les jouent 5 fois d'ailleurs, Dortmund cette saison. Aucune défaite, 3 victoires, 2 nuls pour ce Bayern de Jupp Heynckes. Et puis leur parcours en Ligue des Champions, t'en as parlé, la demi-finale aller-retour contre le Barça, 7-0. En quart de finale contre la Juve, qui est plutôt une bonne Juve, 4-0, 2-0, 2-0, net. Ils sortent Arsenal en 8e aussi. La finale de Ligue des Champions contre le Dortmund de Klopp, cet énorme affrontement. Ouais, c'était une équipe vraiment impressionnante, terrifiante, qui gagne tout, qui roule sur son passage. Robben Ribéry, moi j'ai une partie dans mon cœur pour eux. Donc ouais, moi aussi je les mettais et je les mets 4e. C'est assez bizarre, mais j'ai envie de mettre le Bayern 2 fois. Ouais, moi j'ai mis 2 fois. Ouais, parce que pour moi, le Bayern de Hansi Flick, là, ce qu'ils font durant la période du Covid, c'est quand même assez exceptionnel. Parce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas enlever cette période-là quand même. Oui, c'est le Final 8, oui, c'est Lisbonne, machin, tout ça, on est d'accord. Mais ils font quand même sextupler. Ils gagnent absolument tout sur la saison. L'équipe, elle est exceptionnelle, il n'y a absolument rien à dire. Robert Lewandowski aurait peut-être mérité son ballon d'or cette année-là s'il n'y avait pas eu le Covid. Il y a tellement de choses qui se sont passées. C'est pour cela que j'ai dit, je pense qu'il y a eu un creux parce que la saison a été coupée en 2, parce que le monde s'est arrêté, parce qu'on était en confinement, parce qu'on a vécu beaucoup de choses. Mais ça n'a changé en rien sur le fait que les Allemands, eux, ils étaient concentrés et à la fin, ils l'ont prouvé en remportant absolument tout. Pour moi, le Bayern, c'est vrai qu'on les voit à chaque fois, ils viennent en Ligue des Champions, ils tapent les gars. Dans leur championnat, ils dominent. Mais il ne faut pas oublier le travail qui est fait, qui est très cohérent, le recrutement qui est très cohérent. Il y a tellement de belles choses qui sont faites dans ce club-là que pour moi, franchement, ça fait partie de ces grands clubs européens. Et le Bayern de Flick l'a montré en 2020. Ils ont tout raflé. Franchement, ils méritent pour moi d'être dans les grandes équipes, en tout cas qui m'ont marqué durant ces dernières années. Ouais, totalement. Alors, je suis trop content qu'on parle du Bayern de Flick parce que justement, comme c'est plus récent, parfois c'est plus difficile. On a fait une vidéo sur ta chaîne, qu'est-ce qu'une légende, etc. On disait qu'avec le temps qui passe, c'est plus facile de voir qui sont les légendes. Le temps fait un peu le tri. Là, comme ça reste récent, on se demande si. Mais moi, là, avec le Bayern de Flick, on est exactement dans le cadre que j'ai fixé en intro. C'est la réponse émotionnelle, la sensation que cette équipe, mais waouh, qui peut la battre ? Genre, qui peut lui faire mal, en tout cas sur 90 minutes, parce que son approche était si spéciale. Et j'ai beaucoup de choses sur le Bayern de Flick, mais je pense qu'un truc marquant, c'est qu'ils font ce début de saison. Donc la saison, elle commence, le mercato estival précédent, ils viennent de se séparer de Ribéry et de Robben. Retraite pour Robben et Ribéry qui poursuit son chemin ailleurs. Donc c'est un moment tournant, vraiment charnière du Bayern. Aussi, avec la fin de Kovac, le truc qui est intéressant, c'est retour de Thomas Müller dans le 11, qui avait été un petit peu mis de côté pendant un moment. Son retour, pour moi, il est vraiment... Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, il est un des pions majeurs du Bayern, c'est pas pour rien. Son retour, il est au cœur du projet d'Hansi Flick, parce que Thomas Müller, c'est un leader de vestiaire, technique, etc. C'est aussi un leader de pression. Le gars, il comprend parfaitement comment presser une équipe adverse. Et ça, c'était le Bayern de Flick. Le Bayern de Flick, c'était cette équipe tellement obnubilée par la pression qu'il voulait idéalement jouer tout le match dans la moitié de terrain de l'adversaire. Alors, c'était hyper déséquilibré comme approche. Ça défendait à la médiane. Parfois, ils ont encaissé pas mal de buts, finalement, entre guillemets, pour une équipe dominante. Mais ils en ont marqué tellement que c'était toujours un peu le truc en mode tu peux nous mettre un coup, tu peux même nous mettre 2 coups, mais nous on va t'en mettre 7 ou 8 en fait, et on va t'exploser. Et tu regardes les résultats, ils ont tout gagné. Ils gagnent la Bundesliga en marquant 100 buts en 34 matchs, ils gagnent la Coupe d'Allemagne et ils gagnent la Ligue des Champions évidemment cette année-là. En Ligue des Champions, ils gagnent tous leurs matchs. Phase de groupe, tour élimination directe, ils gagnent tout. Que des victoires. Ils gagnent en phase de groupe, tu t'en souviens, 2-7 contre Tottenham, à Tottenham. Ça, c'était déjà un moment où on se disait waouh. Les buts de Serge Gnabry.
Ouais, c'est ça exactement, Face le à triplé de Tottenham, Gnabry. un ancien d'Arsenal, tu sais, ça fait toujours plaisir. Tu sais, Wilou, dès qu'il y a tacle possible sur Tottenham, sache que je serai là. Ça, c'était la passe décisive pour toi. Et derrière, ils enchaînent en huitième de finale contre Chelsea, en aller-retour cumulé sur les 2 matchs, ils mettent 7-1. Contre le Barça, ils leur mettent 8-2. Bon, contre Lyon, malheureusement, on est tombé au mauvais moment. On faisait notre année un peu dingue, demi-finale de Ligue des Champions, Final 8 et tout. Bon, dommage, on prend le Bayern 3-0 et après ils battent Paris en finale 1-0. Mais c'était des valises à tous les matchs. Je me suis amusé à compter un petit peu leur score, donc toutes compétitions confondues. Il y a des 3-0, il y en a 4. Des 4-0, il y en a 5. Des 6-0, il y en a 2. Des 6-1, il y en a 2. Et il y a un 7-2 et un 8-2 contre Tottenham et contre le Barça. En fait, le Bayern de Flick, c'est vrai qu'il y a eu le Covid, etc. C'était une saison particulière. Mais eux, alors je crois que ça les a pas trop perturbés parce qu'ils sont revenus du Covid. Ouais, ils ont joué 15 matchs, 15 victoires. Ouais. 15 matchs, 15 victoires post-Covid. En fait, à partir de décembre 2019, ils se sont dit, on va arrêter de perdre. À partir de décembre 2019, ils jouent 30 matchs, toutes compétitions confondues, 29 victoires, 1 match nul. Monstrueux. Comment une équipe comme ça, tu peux pas les mettre très très haut dans ta liste des grandes équipes du 21e siècle? C'était une folie furieuse, tellement fort. Et comme on l'a dit sur le jeu, moi c'est une équipe qui m'a vraiment marqué. La sensation que j'ai... Moi, je veux dire, dans mon top, évidemment, il y a des équipes qui ont dominé par leur style parce qu'elles t'éteignent, gros volume de possession, etc. Tu sais, lesquelles dont on va parler. Mais moi, je dois dire, en tant que spectateur neutre, entre guillemets, le Bayern d'Hansi Flick, je ne sais pas s'il y a une équipe qui m'a plus parlé juste sur le pur jeu. Enfin, c'était trop divertissant, en fait. Ils étaient OK, ils se disaient, OK, on va encaisser des buts, c'est pas grave. Parfois même, on va en encaisser 2. Mais tu finis avec des matchs à 6, 7, 8, 9, 10 buts. Et c'était un truc de dingue, quoi. C'était un truc de malade mental. Et j'ai l'équipe là qui fait la finale de Ligue des Champions. À tous les postes, t'as des tueurs. Manuel Neuer dans les buts. Alphonso Davies et Kimmich latéral droit, parce qu'il passe latéral droit sur le Final 8 pour permettre d'avoir Thiago Alcantara et Goretzka, qui est dingue post-Covid, sur la paire du double pivot. Alaba Boateng, la charnière centrale, qui est folle. Coman Gnabry sur les côtés. Et Müller sous Robert Lewandowski. Genre ça, c'est ton 11. Et après, les entrants sont pas mal non plus. Ouais, c'était juste n'importe quoi. Pour mon goût perso à moi, je la mettrais même numéro 1 dans les émotions qu'elle m'a procuré, la sensation de puissance et en même temps divertissante. Maintenant, le truc, c'est que la Bundesliga, ça reste quand même en dessous de la Liga, surtout la Liga des années 2010, sur le côté prestige, doré, les grands affrontements, etc. C'est vrai que rien ne vaut ce Messi, Ronaldo, Mourinho, Guardiola, etc. Mais quand même, c'était sacrément dingue. Non, c'était tout à fait dingue en fait. Et tu vois, vite fait, comme ça, tu parlais, il y a quelque chose qui est passé dans ma tête et je me suis dit, tu vois, à quel point les Allemands, ils sont sûrs d'eux, quoi, en fait. Tu sais, quand ils disent Deutsche Qualität, c'est vraiment Deutsche Qualität. Eux, ils sont sûrs d'eux, en fait. Tu vois, quand tu allumes ta télé, tu ne vois pas énormément de publicité de voitures allemandes. Ils n'ont pas besoin de faire beaucoup de pubs. Ils vendent de quoi qu'il arrive, en fait, tu vois. C'est les autres qui font beaucoup de pubs pour venir nous montrer leurs 35 000 modèles. Alors que les Allemands, eux, ils n'ont pas besoin. Ils travaillent, ils savent que ça va se vendre parce que le travail est bien fait. Et c'est la même chose, c'est la même analogie que j'ai pour la Bundesliga un peu. C'est-à-dire que c'est des fois dommage. Et même moi-même, on est tous victimes de cela, tu vois. On va me dire, ouais, Stan, la Bundesliga, machin, tel match. J'ai dit, mais les gars, moi, j'ai envie de voir. Mais des fois aussi, tu regardes ce que l'audience aussi, elle est là où son intérêt va tanguer. Et tu vois, effectivement, que les autres réussissent à vendre leur championnat à un autre niveau, ce qui ne veut pas dire, c'est pas parce que tu vends le plus que ça veut dire que tu as la meilleure qualité. En fait, la différence est là, et c'est là où moi je salue vraiment ces Allemands-là, parce que là, on vient de donner 2 Bayern différents, coachés par 2 coachs différents, sur un intervalle d'environ 7-8 ans, 2 équipes différentes, en fait, et tu te rends compte que les 2 ont dominé de la même manière avec des scores fleuves. Le Bayern de Heinkes, il tapait les gars, comme tu dis, des 5-0, des 4-0, et le Bayern de Flick a fait la même chose. Et en plus de ça, ils ont tout raflé, je dis bien sûr, leur saison. Ça, pour moi, c'est exceptionnel. Franchement, quand je m'arrête des fois, calmement, je me dis non. C'est vrai, je dis à chaque fois, dans les débriefs, j'ai l'habitude de le dire, c'est eux les méchants. En fait, les méchants, c'est le Bayern. Parce qu'ils ne parlent pas beaucoup, mais quand ils sont là, ils te le montrent. Franchement, il n'y a absolument rien à dire. Pour moi, ils méritent largement leur place dans ce classement-là. Ouais, on était d'accord là-dessus. Mais je pense qu'on sera d'accord sur pas mal de la suite. Parce que, à ma seconde position, j'ai mis le Barça 2008-2009, la première année de Pep Guardiola. C'est une année aussi où il se sépare pour lancer la saison de 2 joueurs majeurs, Ronaldinho et Deco, qui partent. Ouais, tout à fait. Mais derrière, ce qu'ils construisent,
Évidemment, c'est dingue. Là, j'ai aussi le 11 sur la finale de Ligue des Champions, donc contre Manchester United, avec la tête de Léo Messi et tout ça. Puyol, latéral droit, parce que la charnière centrale de ce match, c'est Piqué, Yaya Touré. C'était dingue, c'était quand même une époque où ils avaient Yaya Touré dans l'équipe. Et ce trio, Busquets, Iniesta, Xavi. Et ce trio, Henry, Eto'o, Messi. Pas mal. Puis bon, c'est la saison où ils font, bien sûr, 2-6 au Santiago Bernabéu, où Guardiola invente Messi faux neuf, un truc qui va revenir au fur et à mesure des années. En Ligue des Champions, peut-être qu'il souffre un peu plus que la version numéro 1 pour moi du Barça et des équipes du 21e siècle, notamment contre Chelsea en demi, ils sont à pas grand-chose d'être éliminés, ce but d'Iniesta, etc. Et des décisions arbitrales qui font un peu la controverse, mais ils font le triplé national. C'est la première année de Guardiola et on commence à voir les bases d'un jeu qui va changer le monde du foot à jamais. Donc ouais, Barça 0,8-0,9, c'est très très haut. Ouais, moi j'ai galéré en fait. La vérité, elle est là. Moi, je t'ai donné 2 là, donc il m'en reste 3. Normalement, ouais. Je t'ai dit les 2 Bayern, il m'en reste 3. Ouais. Le Barça, ils sont 2e. Mon 3e, je vais te le donner tout à l'heure. Revenons sur le Barça. J'ai eu des problèmes parce que je ne sais pas quel Barça choisir. Franchement. En fait, je suis désolé, quoi. Sincèrement, je suis désolé. Mais ce Barça-là, c'est comme les cartes légendes dans FIFA. En fait, que tu aies le Zidane 90, ou le Zidane 92, ou le Zidane 94, ou le Zidane 95 ou 96, que les gars de eSport, ils vont sortir à un moment donné au courant de la saison, j'ai l'impression que dans tous les cas, tu es heureux parce que tu fais partie d'une personne sur 1 million à avoir réussi à paquer un Zinedine Zidane, je dis bien, dans FIFA. Parce que la vérité, en fait, c'est qu'ils étaient forts. 08-09, ils sont forts. 2009-2010. En fait, oui, aussi, ouais. Donc, aussi, en fait, ils sont forts dans toutes les années. Donc, mais ils peuvent faire 3 Ligues des Champions d'affilée sur Guardiola. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est incroyable. C'est pour ça que je m'arrête et je dis franchement, je pense que eux, c'est peut-être une exception, quoi. J'ai envie de dire, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle, comme il dit, mais eux, c'était un Barça vraiment à d'autres. Ils ont été forts sur plusieurs années. Ils ont juste dominé. En fait, je ne sais pas quoi dire d'autre, à part ils ont dominé. En termes de football, la référence à ce moment-là, c'était eux. Tu ramènes David Villa, c'est-à-dire que tous les enchaînements qu'ils ont fait, c'était des top enchaînements. Je me suis assis devant ce Barça-là, j'ai dit, nous, on l'a vécu en live. Donc, quand tu le vis en live, c'est différent. Mais tu t'assois maintenant en rétrospective, tu te dis, mais attends, ils n'ont pas fait beaucoup d'erreurs. Ils n'ont vraiment pas fait beaucoup d'erreurs. En plus de cela, même les changements, il sait qu'il doit intégrer Sergio Busquets quand il arrive. Pep Guardiola, comme tu le dis, il y a un Yaya Touré qui est indéboulonnable, qui fait partie des meilleurs milieux de terrain, qui par la suite est devenu une légende absolue à Manchester City, mais il est obligé de le faire descendre en défense centrale pour pouvoir intégrer son Sergio Busquets. Et on a vu ce que Busquets est devenu par la suite dans ce trio au milieu de terrain avec Iniesta et avec Xavi. Donc en fait, tu sens que Guardiola, j'ai l'impression que lui, il est venu, mais il était en avance sur nous quand il est venu. C'est pour cela que pour moi, j'ai dit, je le mets 2e parce que mon premier, c'est un choix de cœur, pas besoin de beaucoup parler. Mais d'accord. Mais n'empêche que pour moi, je suis désolé, quoi, franchement. Et là encore, revient au point que tu as dit au début. C'est pas une question de je préfère le Barça, je préfère le Real. C'est que ce Barça-là, qu'ils aient même. Ce Barça, et la raison même pour laquelle. Je vais même continuer parce que mon 3e, c'est l'Inter de 2009-2010. Et pourquoi je mets l'Inter 2009-2010? Je m'y attendais aussi. Je sais que tu as un petit truc avec l'Inter. Ouais. Non, parce qu'ils réussissent à faire un truc que moi, jusqu'à présent, ça m'a choqué. Ça m'a choqué, en fait. L'Inter ne doit pas taper le Barça. L'Inter ne doit pas s'en sortir face au Barça. Mais l'Inter le fait parce que José Mourinho, c'est un bandit. Ce jour-là, il vient, il fait masterclass, aller-retour. Donc, je me dis, franchement, pour moi, ce Barça-là est hors compétition. J'en perds les mots parce que c'était une équipe exceptionnelle, un football exceptionnel et un Messi exceptionnel. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire. À ce moment-là, déjà, on était d'accord que c'était le GOAT, je pense. Ok, alors je vais te faire ma petite réponse sur l'Inter, te donner mon numéro 1, et après tu pourras nous parler de ton numéro 1, mais je crois que je l'ai deviné. Sur l'Inter, pour moi, c'est pas une des 5 grandes équipes du 21e siècle. Pourtant, ils ont fait le triplé. Championnat, Coupe d'Italie, Ligue des Champions. Ils ont eu quelques joueurs fantastiques à cette période, vraiment. Et surtout, ils empêchent le Barça 2009-2010 d'aller au bout. Comme on l'a dit, honnêtement, sur cette période, Guardiola peut faire 3 Ligues des Champions d'affilée. Et là, je crois qu'on lui aurait plus parlé du fait qu'il soit un tocard en Ligue des Champions, etc. Franchement, il est pas loin de le faire. Mais je ne l'aimais pas parce que pour moi, ils n'étaient pas cette équipe dominante, dominatrice. Beaucoup vibré sur Diego Milito à cette époque, son doublé au Santiago Bernabéu contre le Bayern en finale, etc. Mais je ne l'aimais pas dans mon top 5. Je les mettrais dans mon top 10, peut-être 15 des grandes équipes du siècle parce que ce triplé quand même. Je vais finir en disant que numéro 1,
J'ai un peu hésité entre les deux itérations du Barça, mais pas tant que ça, parce que le Barça 2010-2011, on a parlé un peu de 2008-2009 pour l'instant, même un peu de 2009-2010, mais Barça 2010-2011, je crois que c'est la plus grande équipe du 21e siècle, et sur vraiment leur force, leur capacité à soumettre l'adversaire. Il y a une vidéo de 40 minutes sur YouTube que j'ai vue en faisant les recherches, 40 minutes de phase de possession du Barça 2010-2011 qui aboutissent en des buts. Pour Sir Alex Ferguson, que ce Barça-là rencontre en finale de Ligue des Champions 2011, c'est la meilleure équipe qu'il ait jouée de sa carrière. Un gars qui a été sur un banc pendant 4 décennies, pendant 27 ans. Le coach d'United, il dit ça dit quelque chose. C'est la vraie équipe de Guardiola, pour le coup. Il n'y a plus de Henry, qui est parti en MLS l'été, juste cet été-là. Il n'y a plus de Zlatan, comme tu l'as dit, qui est prêté au Milan AC. Il recrute David Villa, il recrute Mascherano, et là, il fait l'équipe de rêve Guardiola. La finale de Ligue des Champions, le 11, pour te le donner, il y a Messi qui est en 9, en faux 9, Pedro et Villa sur les côtés, le milieu bien sûr, Busquets, Iniesta, Xavi, Abidal, Piqué, Mascherano, Alves, Valdés dans les cages. Parmi les autres trucs qui sont marquants sur cette saison quand même, bien sûr ils remportent la Ligue des Champions, ils écrasent United, tout le monde est choqué, les joueurs d'United ils se regardent, ils se disaient mais franchement ces gars-là ils nous ont appris le foot. Il y a même une vidéo qui tourne un peu sur internet, je vous la mettrai, c'est sur le moment de l'échauffement d'avant-match. Le Barça fait un rondo, il a fait le tour du globe tellement il était impressionnant techniquement, les gars ils sont décontractés, ils sont sur la pelouse de Wembley. C'est aussi une année où ils mettent Manita contre le Real Madrid en novembre 2010, c'est un Guardiola contre Mourinho, 5-0. On sort de la victoire en Coupe du Monde de l'Espagne aussi à cette époque, 2010-2011. Et sur cette année 2010-2011, du coup, à la fin, décembre/janvier, podium du Ballon d'Or, Messi, Iniesta, Xavi, le podium de la Masia. Encore un truc qui pour moi consacre cette saison 2010-2011 encore plus haut que les autres. Cette saison, ils font le record de victoires consécutives en Liga, 16 victoires d'affilée en Liga. En Ligue des Champions, ils éliminent Arsenal au match retour en 8e retour. Arsenal, 0 tir sur le match retour. Ils éliminent aussi le Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions. Pour aller c'est l'année où on a les 3-4 classicos d'affilée là. Exactement. Alors malheureusement, du coup, ils perdent la finale de Coupe du Roi, ce qui les empêche de faire le triplé sur cette saison. C'est une année sans triplé par rapport à 2008-2009. C'est vrai aussi, et ça donne peut-être des arguments à ceux qui mettent 2008-2009 au-dessus. C'est qu'il n'y a pas eu la Coupe du Roi. Le Real Madrid la remporte 1-0, tête de Cristiano Ronaldo en prolongation, etc. Mais pour moi, ce Barça 2010-2011, il n'y en a aucun qui m'a donné autant la sensation de rouler absolument sur l'adversaire. Et on n'a même pas parlé, c'est vrai, du Barça de la MSN 2014-2015. Il est dans ma liste complémentaire. Je le mettrai en dessous de 2010-2011 et 08-09. Peut-être troisième dans cette liste. Et on n'a pas parlé on a vite fait parler, mais 2009-2010 parce qu'ils se font éliminer par l'Inter en demi-finale. Mais là aussi, ils sont absolument dingues. Donc il y a beaucoup de versions du Barça que tu peux choisir. Mais c'est pour ça que je reviens sur 2009-2010. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu n'as pas respecté mon gars José. C'est que vous ne voulez pas respecter José. Attends, il y a un gars, il domine tout le monde. C'est lui, en fait. C'est le GOAT, tu vois. C'est John Jones. Mais si Cyril Gane avait gagné face à John Jones, on ne serait pas là en train de parler dans 20 ans en disant « Ouais, machin, Cyril Gane. » Non, c'est-à-dire qu'en UFC, il a eu juste le combat référencé. Non, Mourinho est venu face à Pep. Il a tapé Pep. La vérité, elle est là. C'est là où moi, je respecte Mourinho. Ça, je dis que moi, Mourinho, il est dans mon top 5 parce que cette équipe-là, il l'a construite avec un seul objectif, de ne pas être un tocard. C'est pour ça que Mourinho, il me plaît. Parce que, je vous rappelle, c'est sa deuxième année à l'Inter. La première année, il galère. C'est pas très facile, il y a de la galère et tout. Tu regardes cette équipe de l'Inter là et en Ligue des Champions surtout, tu sens que Mourinho, il sait qu'il n'est pas prêt. Il sait qu'il n'a pas l'effectif qu'il faut. Mais le mercato qu'il me fait, je dis bien, pour pouvoir taper... on dirait qu'en fait, Mourinho, il savait qu'il allait jouer Pep Guardiola en fait. Parce que le mercato qu'il a fait pour moi, il est juste exceptionnel. Je me suis amusé à revoir le mercato. Tu récupères Samuel Eto'o. Sur un deal quand même où le Barça, pour moi, ils ont overpay, si je ne me trompe pas. Je pense que le Barça paye 40 et quelques millions, plus, je pense, Samuel Eto'o pour récupérer Zlatan Ibrahimovic, tu vois. Donc, du coup, tu as un José Mourinho qui, cet été-là, récupère Samuel Eto'o. Mais derrière, il y a énormément de joueurs qui partent. Il y a énormément de joueurs qui partent, en fait. C'est là où, moi, la transition, elle est très importante. Et c'est là où, moi, je dis que Mourinho, quand même, il construit une équipe pour 1 an, mais ça marche. Et c'est ça qui a été important. Parce que tu as un Inter qui perd Adriano,
qui perd un Luis Figo qui est à la fin, qui est à la retraite, qui part à la retraite, qui perd Hernan Crespo, qui perd Maxwell, qui perd Ibrahimovic. Donc offensivement, tu as plein de joueurs qui sont partis. Mourinho, il sait que les gars là, c'est pas avec eux qu'il va gagner une Ligue des Champions. Il va chercher Milito au Genoa, il va chercher Eto'o au Barça, il va chercher Thiago Motta. D'ailleurs, cette année-là, il est allé faire une razzia là-bas au niveau du Genoa. Il allait chercher plein de joueurs là-bas, des joueurs très importants. On se rappelle de l'importance de Thiago Motta. Les supporters du Paris Saint-Germain ne nous laisseront pas mentir. Je pense que ça fait partie de ces joueurs-là qui sont passés dans le QSG, mais qui sont très, très respectés. Très respectés en fait, tu vois, dans l'histoire de ce qu'ils ont pu faire. Donc du coup, tu as une équipe pour moi avec les défenseurs. Mais Lucio qu'il va chercher là à 30 et quelques années, c'est parce qu'il sait pourquoi il a besoin de Lucio. C'est pour ça que je dis que Mourinho, pour moi, c'est l'archétype du banditisme. C'est lui en fait, je dis bien le bandit originel. C'est lui le père de tous les voyous qu'il puisse exister dans le monde du football, parce qu'il sait exactement que son équipe manque peut-être un tout petit peu d'agressivité, manque d'expérience, manque aussi peut-être de talent. Il lui faut numéro 10, il va faire quoi? Chercher Wesley Sneijder quand même, qui était un Sneijder qui était quand même dans un Real néerlandais. Moi, je me rappelle du Real néerlandais là, le Real où il y avait que il y avait Sneijder, Van der Vaart, Klaas-Jan Huntelaar, il y avait que des Néerlandais. Robben, Drenthe. Mais il n'y avait que des Néerlandais là-bas. Donc, il va vraiment se construire une équipe en fait. Il y a vraiment un changement qui se fait à l'Inter et l'Inter finit par gagner un triplé. Et Mourinho se barre après comme un roi. Et c'était, je pense, c'était le premier, je sais pas, c'est le premier triplé ou peut-être le seul de l'histoire de l'Inter. La première Ligue des Champions en 40 et quelques années. Bref, un José Mourinho qui, pour moi, a réussi à donner à ce club-là quelque chose de magnifique. Peut-être que, tu vois, c'est pour ça que souvent, dans le parallèle, on se dit, ouais, est-ce que Mourinho, s'il va à Paris, est-ce qu'il peut faire la même chose à Paris en un si court laps de temps? Peut-être que oui, peut-être que non. À l'Inter, il a eu la latitude, je pense, de pouvoir travailler à partir de sa deuxième année. Et pour moi, c'est pour cela que je le mets dans mon top 5, parce que cette équipe-là, quand tu la regardes, tu te dis, c'est pas l'équipe la plus... C'est pas une question forcément je sais pas moi, tu regardes les matchs de... Maicon était fort, il allait vite, tout ça, mais c'était vraiment du combat. J'ai l'impression qu'il a construit une équipe combative pour gagner quelque chose, pour arriver... En fait, il s'est donné les moyens de son ambition et à la fin, ça a fonctionné. Moi, franchement, j'applaudis ça et c'est pour ça que j'apprécie bien Mourinho, parce que, ok, c'est vrai que c'est un coach défensif, peut-être que sa mentalité, elle n'est pas comme certains autres qu'on a eu l'occasion de voir. La priorité n'est pas forcément de dominer ton adversaire à travers le jeu, tout ça et tout. La finalité, c'est de gagner. Comme je dis souvent, no excuses, play like a champion, comme c'est marqué dans mon décor, c'est la même chose. Ils ont joué comme des champions durant toute une année et à la fin, ils l'ont fait. Donc, je sais pas, je trouve qu'il est un peu sous-estimé, cet Inter-là, mais pour moi, cet Inter de 2010, là, il m'a marqué à jamais. Ouais, et puis le football a besoin de ces figures méchantes, entre guillemets, tu vois, les méchants de l'histoire qui font tomber le gentil, celui qui était en train de tout gagner avec son style, qui révolutionnait le monde du foot, etc. Bah non, il y a un gars qui a décidé d'être l'opposition et de mettre Eto'o latéral droit. Et Samuel Eto'o le dit lui-même, il n'y a que Mourinho qui aurait pu le faire jouer latéral droit. Ça en dit long, je pense, aussi sur la personnalité du gars et l'influence qu'il a sur les joueurs qu'il a eu à avoir sous ses ordres. Effectivement, le Barça deuxième, parce que le premier, c'est Arsenal. Voilà, c'est tout. C'est pas très compliqué. Je pense que la meilleure équipe, que le football même est connu tout court. Tout court. Je dis bien tout court. C'est l'équipe de Arsène Wenger 2003-2004. Ça, c'est pas la peine de beaucoup parler avec moi. Il n'y a aucune objectivité, je dis bien. Je m'en fous. Toi qui regardes la vidéo, je m'en fous de tes sentiments. Tu es content, tu n'es pas content, c'est ton problème, mon gars. Parce que cette équipe-là, moi je l'ai ici. Je l'ai dans le sang, en fait. Une équipe de bandits. Vraiment une équipe de bandits. Tu regardes, je dis bien l'équipe d'Arsenal. Non, mais quand même, franchement. Non seulement c'est une équipe qui est invincible. Il faut rappeler aux gens quand même que la Première Ligue, je pense que c'est 91 ou 92, le nouveau format de la Première Ligue. Ouais, avant 92, ça, 93, ouais. c'est ça. Arsène Wenger vient dans ce nouveau format-là et il te sort une saison vraiment exceptionnelle en fait avec Arsenal. Je pense que c'est un 26-12 si je ne me trompe pas. Ouais, c'est un 26-12, 26 victoires, 12 matchs nuls. Une saison qui, je pense qu'elle aurait pu être encore beaucoup plus exceptionnelle si Arsenal avait réussi à gagner la FA Cup, la League Cup,
et la Champions League ou à aller le plus loin possible. Cependant, il faut voir aussi dans quel contexte aussi on arrive dans cette saison-là. En fait, tu vois, tu as une équipe d'Arsenal qui vient de gagner, je pense, 2 ou 3 FA Cup d'affilée. Donc, du coup, la priorité n'est peut-être pas forcément sur la FA Cup. Et je pense que tu as une élimination en demi-finale de FA Cup face à Manchester United. Cette élimination-là, je regardais, elle s'est passée le 3 avril 2004. Et le 6 avril 2004, si je ne me trompe pas, Arsenal joue ce quart de finale-là face à Chelsea en Ligue des Champions. Aujourd'hui, on en parle beaucoup des joueurs qui jouent beaucoup, de l'enchaînement des matchs et tout. Mais même dans le temps, c'était déjà compliqué parce que Arsène Wenger est obligé de mettre Thierry Henry sur le banc, de le reposer. Et donc, à un moment donné, tu te rends compte que c'est une équipe d'Arsenal qui arrive, après avoir quand même être en train de dominer un championnat pendant toute une année, ils arrivent en fin de saison, vers le mois d'avril, en étant un tout petit peu fatigués. Ils n'ont pas, je dis bien, la force de pouvoir compétir sur tous les tableaux comme ils le voulaient. Et donc, à une élimination en Cup face à Manchester United en demi-finale et à une élimination en quart de finale face à Chelsea. Mais ça ne change en rien sur le fait que cette année-là, pour moi, elle est exceptionnelle parce que c'est une année aussi où la Première Ligue change un peu. 2003-2004, c'est l'année où Abramovich, il arrive comme un bandit, il achète tout le monde. On ne comprend même pas. Il ramène les Ranieri, les Makelele, les Crespo. Il est allé acheter tous les joueurs qu'il pouvait. C'est quand même la première saison, si je ne me trompe pas, de Cristiano Ronaldo. Peut-être que Manchester, peut-être que Chelsea, peut-être que. Et pourtant, c'est Arsenal qui domine complètement cette année-là avec un titre qui est gagné, si je ne me trompe pas, sur le terrain de Tottenham lors d'un match nul 2-2. Et si je m'amuse même à faire le 11 de départ, comme toi tu me disais, je veux dire quand même, c'était des bandits. On avait Jens Lehmann, on avait Sol Campbell, on avait Touré, le grand frère. Tu avais Loren Etamemeyer, tu avais Ashley Cole, tu avais Pires, tu avais Gilberto Silva et puis Patrick Vieira. Mais un double pivot qui, franchement, à ce moment-là, c'était un des meilleurs doubles pivots, je dis bien, peut-être même au monde. Tu avais un Freddy Ljungberg qui était exceptionnel sur le côté, Dennis Bergkamp, Thierry Henry. Plus tard cette saison-là aussi, Reyes est arrivé dans cette équipe. Bref, pour moi, franchement, en termes de football, de tout ce que tu peux offrir, c'était le plus beau, la plus belle équipe que j'ai eu l'occasion de voir. Moi, ils m'ont fait rêver. Et jusqu'à présent, écoute, peut-être que les jeunes, ils ne savent pas, mais moi, je le dis à chaque fois. En chaque début de saison, je le dis. Et dès qu'il y a une équipe qui perd, je suis content. Moi, dès qu'il y a un contender qui perd, je suis content. Parce que je me dis, la vérité, c'est que ce n'est pas facile à faire, quoi. Ce que cette équipe-là a fait, faire 38 matchs, ne pas en perdre un. Et moi, je me rappelle des matchs où... Il y a un match où on est mené 2-0 face à Liverpool, mais on les bat 4-2 avec un Thierry Henry exceptionnel. Des matchs où tu dois perdre. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord, Arsenal doit perdre. Arsenal doit perdre aujourd'hui, ils ne perdent pas. Ah, franchement, avant le marabout de Zidane, il y avait le marabout de Arsène Wenger. Ah, Arsenal, bien sûr, je les mettais dans ma liste complémentaire. Non, la performance, elle est incroyable, comme tu as dit, statistiquement, si rare, etc. Je crois que mon esprit un peu contraire me fait dire que je trouve la performance d'être invincible sur une saison rare, belle historiquement. C'est pas forcément celle qui m'impressionne le plus en mode waouh, elle a été invincible, parce qu'il y a plein d'équipes, par exemple, qui ont fait une défaite dans une saison, et honnêtement, c'est... Arsenal, il y a plein de moments, ils auraient peut-être mérité de perdre un des matchs. Je sais que j'ai lu le bouquin de Emile Laurens, Invincible, sur le récit de l'intérieur de la saison, etc. Après avoir, effectivement, comme tu as dit, contre Tottenham, acquis le titre, je sais que dans le vestiaire, ils s'en foutent d'être invincibles. Genre, le match d'après, ils font 0-0, c'est contre Birmingham, et dans leur tête, peu importe, honnêtement, ils peuvent perdre le match 2-0, ils s'en foutent. C'est juste Arsène Wenger qui dit « Hé les gars, attendez, on est champion, mais on a l'opportunité de faire un truc », mais les joueurs, honnêtement, sont pas vraiment à fond dans le discours. Et les autres matchs, ils enchaînent un autre match nul à Portsmouth, etc. À la fin, tu vois, ils s'en foutent un peu d'être invincibles sur le moment. C'est que après qu'ils se rendent compte, ah ouais, en fait c'était ça le truc de cette saison. Parce que eux, dans le moment, ils veulent juste être champions, enfin, face au Manchester United, etc. De Ferguson, être champion face à leurs gros ennemis, être champion. Et c'est quelques années plus tard qu'ils disent, ah ouais, en fait le gros truc de cette saison, c'est pas d'être champion, c'est d'être invincible. C'est ça qui nous fait rentrer dans l'histoire. Et du coup, la frontière entre champion, invincible, elle est tellement fine, parfois même pour les principaux concernés eux-mêmes, que je sais pas, je trouve ça beau, fort, mais moi en tout cas il m'impressionne moins que le Bayern de Flick, le Barça de Guardiola, etc. Mais clairement je conçois, en plus voilà, c'est une magnifique équipe. Moi Bergkamp, mon joueur préféré de tous les temps, voilà, je suis d'accord. Bah oui, tu as un Thierry Henry, il te claque, je pense sur la saison il est à
39 buts ou quelque chose comme ça, toute compétition, 30 buts en 37 matchs de Première Ligue. Tu as un Wenger qui a cette nouvelle identité de jeu, qui a cette nouvelle mentalité, qui essaie de changer, je dis bien un tout petit peu, la manière de fonctionner, la manière de faire fonctionner une équipe en Première Ligue, qui devient vraiment un gars qui s'occupe de tout. En fait, de tout. Tu as l'impression qu'Arsène Wenger, même si on doit acheter des carottes, je dis bien, pour faire des crudités, il fallait demander à Arsène combien de kilos de carottes il fallait acheter, je dis bien. Donc, tu as un gars qui s'occupe vraiment de tout, qui est dans le micromanagement. Moi, je trouve que franchement, moi, après, je suis un fan d'Arsenal, bien évidemment. Aucune objectivité, comme j'ai dit. Mais c'est les années aussi où moi, je suis en pleine adolescence, où je regarde le football, où j'ai vraiment beaucoup d'émotions, en fait. Je regarde l'équipe là et je dis, mais on est fort, en fait. On est trop fort. Et on manque de chance en Ligue des Champions. On manque, je dis bien, peut-être de profondeur un tout petit peu en Ligue des Champions. Ouais, ça me fait un peu mal quand même, le fait de ne pas avoir réussi à faire plus en Champions League. Mais invincible. La saison prochaine, ça arrive. Gars, c'est pour ça que j'ai dit que pour moi, Mikel Arteta, personnellement, moi, il me doit 2 choses. Moi, je ne sais pas, hein, mais moi, il me doit 2 choses. Il me doit un championnat et une Ligue des Champions. Franchement, franchement. Moi, j'estime aujourd'hui qu'il a l'effectif. Éventuellement, il a déjà un début d'effectif. Il faut qu'il continue à travailler là-dessus à chaque mercato et tout. Mais il a aussi quand même comment on appelle ça, il a la bonne génération. Je pense qu'il est au bon moment pour que cette équipe-là aille chercher une Première Ligue et essayer d'aller en finale de Ligue des Champions, voire gagner une Ligue des Champions durant les 2-3 prochaines années. Mais j'aimerais réitérer ça à tous les supporters. La Première Ligue dorée, c'est-à-dire le Golden Premier League, il n'y a qu'une seule équipe qui l'a et c'est nous. Donc en fait, vos débats là que vous avez dans le quartier, il faut comprendre que franchement, nous dans le quartier, il faut nous respecter. Je l'ai toujours dit. En Europe, c'est difficile, c'est vrai. Chelsea, tout ça, les autres, Liverpool, Manchester, ils ont réussi à faire beaucoup plus. Mais ce Arsenal 2003-2004, là, le maillot, tout était légendaire en fait. Tout était légendaire dans cette équipe-là. Donc, ouais, pour moi, c'était mon équipe. Ouais. C'est pas dans mon top 5, mais moi je trouve qu'il y a un cas très intéressant sur l'AC Milan de Carlo Ancelotti. Pour moi, c'est plutôt la structure d'ensemble du Milan d'Ancelotti qui est intéressant, mais j'arrive pas à ressortir une saison plus que les autres. Pour moi, il n'y a pas une saison où il y a cette équipe de l'AC Milan qui roule sur tout le monde et qui mérite d'être dans le top 5. Par exemple, en 2002-2003, il gagne la Ligue des Champions au tir au but contre la Juve, à Old Trafford, etc. L'année où Ancelotti découvre le 4-4 de Losange et met Pirlo en 6, Rui Costa en 10, ça marche très bien, mais ils finissent que 3e de Serie A cette année avec 9 défaites sur 34 journées à l'époque en Serie A. Donc 2002-2003, non, pour moi, c'est pas suffisant. 2003-2004, en vrai, c'est peut-être la meilleure saison de l'ère Ancelotti. Déjà, il y a Kaka qui arrive au mercato et il gagne le titre. Cette année-là, il gagne le titre en Serie A, enfin, entre guillemets. Ancelotti se met à utiliser le sapin de Noël et du coup, il fait un 4-3-2-1 où il peut mettre Gattuso, Pirlo, Seedorf, Rui Costa, Kaka et Shevchenko en pointe. Ça, c'est l'équipe très 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 costaude. Peut-être, moi, la meilleure de cet AC Milan. Et en plus, Shevchenko gagne son ballon d'or cette saison. Mais en Ligue des Champions, ils se prennent une remontada. En quart de finale, ils gagnent 4-1 contre le Deportivo La Corogne le match aller. Ils prennent 4-0 en retour. Ouais, donc forcément, ça aussi, t'es obligé de les sortir. Si tu fais un top 5, une équipe qui se prend 4-0 par le Deportivo La Corogne en quart de finale de Ligue des Champions, même si c'était un grand déport, etc. Forcément, tu peux pas les mettre dans le top 5 des plus grandes équipes de l'histoire du 21e siècle. 2004-2005, il y a cette super première mi-temps contre Liverpool à Istanbul, etc. Mais on connaît la suite. Et en plus, ils font 2e de Serie A. Et puis après, 2005-2006, c'est une saison ratée. 2006-2007, ils gagnent la Champions League, c'est vrai, avec le doublé d'Inzaghi. Ils se vengent contre Liverpool, etc. La réalité, c'est que c'est un des moins bons vainqueurs du 21e siècle à ce moment. Ils finissent 4e de Serie A. Tu as des années de domination de l'Inter aussi, je pense, hein, 2005, 2006, 2007, 2008. La Juve aussi, ouais, ils sont contestés. La Roma, ils sont contestés, pour sûr, en Serie A. Donc, il n'y a pas une saison que je mettrais dans le top 5, même pas top 10. C'est plus l'œuvre d'ensemble d'Ancelotti qui me parle. Et pour enchaîner, du coup, sur ma liste complémentaire, et je vais finir là-dessus, après je te laisserai conclure, j'ai Liverpool 2018-2019, finalement, qui gagne la Ligue des Champions, qui fait cette demi-finale folle à Anfield contre le Barça 4-0, etc. Et qui fait 2e de Première Ligue, c'est vrai, mais avec 97 points. Ce Liverpool 2018-2019, il est très très costaud. Ils sont à un petit point de Man City. Ils ont un niveau de jeu délirant. Moi, dans les équipes, on parlait du Bayern de Flick, les équipes qui m'ont marqué par leur jeu, ce Liverpool-là de Klopp. Il y a une des itérations que j'ai envie de mettre quelque part. C'est un peu le prime de Salah, Mané, Firmino aussi. Pour moi, un des très 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 grands trios de l'histoire du foot. Peut-être que Liverpool, leur problème, c'est que c'est surtout l'année civile 2019 où ils sont dingues. Parce que l'année d'après, ils gagnent le titre
et à la mi-saison de 2019-2020, avant qu'il y ait le Covid, etc., mi-saison, toi, tu as eu un peu peur, du coup, en tant que supporter d'Arsenal qui veut pas d'invincible. Liverpool avait 18 victoires et 1 nul au bout de 19 journées. Donc ça, si tu fais la saison, l'année 2019, ce Liverpool, ils sont impressionnants. Maintenant, le problème à Liverpool, c'est qu'il y a beaucoup de finales de Ligue des Champions perdues, finalement. 2. Il y a des titres de Première Ligue qui sont ratés de rien. Avec un peu plus de chance de réussite, ce Liverpool de Klopp, il peut gagner 3 LDC et 3 PL. Mais au bout du compte, il n'y en a que une de chaque. Donc c'est ça qui pose aussi un petit peu problème sur cette époque. Le Barça de la MSN 2014-2015, on en a parlé, mais ce qu'on peut dire, c'est que la première année de Luis Enrique, Messi va planter 43 buts en championnat. C'est une très très grosse année. J'ai fait une vidéo sur la MSN il n'y a pas longtemps, mais vraiment ce trio incroyable. Ils battent City en 8e, le PSG en quart, le Bayern en demi et la Juve en finale. D'ailleurs, cette Juve qu'ils battent en finale en 2014-2015, j'y glisserai aussi un petit mot. Pas dans mon top 10 peut-être, mais quelque part dans cette grande histoire, parce que c'est Pirlo, Marquisio, Pogba, Vidal. Cette Juve était très très forte. C'était un milieu exceptionnel. Ouais, une dinguerie. Morata, Tevez en pointe, Chiellini, Bonucci, un peu de Barzagli aussi. Et cette Juve, elle fait le doublé national. Elle gagne la Serie A, elle gagne la Coupe d'Italie, elle est à une marche de gagner la Ligue des Champions et de faire un triplé après avoir sorti Dortmund, Monaco et le Real Madrid en demi. Perdre seulement contre le Barça de la MSN en finale de Ligue des Champions, ça fait quand même un sacré parcours. Il y a Buffon aussi dans les cages, on n'en a pas parlé. Enfin, les deux derniers vraiment dont j'ai envie de parler, même si j'aurais pu mentionner Chelsea, il y a quelques très belles saisons, notamment à époque Mourinho. Mais les deux derniers, c'est Man City 2016-2017 qui fait 100 points. Le problème avec City pour l'instant, ça... Ouais, voilà, les Centurions. Ça reste la Ligue des Champions pour l'instant. Et enfin, peut-être un tout petit mot pour le Paris Saint-Germain 2015-2016. En fait, cette année-là, et ça, tu vois, c'est typiquement la sensation, l'impression de surdomination, tu sais, qui te marque. Quand tu suis la Ligue 1, tous les matchs, moi je regarde l'OL, etc., tous les matchs de Ligue 1, etc., le PSG cette année, ils font le quadruplé domestique, ils gagnent absolument tout sur la scène nationale, ils marquent 96 points, 31 d'avance sur le Dauphin, qui est l'OL justement, et là, c'était l'époque où il y avait une vraie sensation d'invincibilité. Moi, j'ai jamais trouvé le PSG aussi fort qu'en 2015-2016 sous Laurent Blanc, parce qu'il confisquait le ballon. Oui. Il prenait le ballon, tu le revoyais plus. Avec ce milieu, Verratti, Thiago Motta, etc. En plus, assez complet, assez bagarreur, guerrier aussi. Les Maxwell, Matuidi, Zlatan Ibrahimovic, cette année, il met 38 buts en Ligue 1. 50 toutes compétitions confondues. En Ligue des Champions, ils sortent Chelsea en 8e. Le seul problème, c'est qu'il y a Man City en quart, le 3-5-2 de Laurent Blanc, l'improvisation tactique, ça marche pas. C'est ça le problème. Mais je pense que le PSG, sur l'ère QSI, a jamais été aussi fort qu'en 2015-2016. Et cette époque-là, Laurent Blanc, moi, je les trouvais... Ils étaient impressionnants. Vraiment, vraiment impressionnants. Yo, permets-moi de rebondir rapidement sur le Paris Saint-Germain là, dont tu viens de parler. Effectivement, c'est pour dire à quel point... Et c'est pas négatif, c'est pas péjoratif, c'est juste qu'effectivement, moi, je me mets à réfléchir et je me dis, quand tu m'as dit PSG 2015-2016, j'ai bugué. Parce que moi, en fait, ce qui se passe en Ligue 1, effectivement, ça n'intéresse que les gens qui sont en Ligue 1. Parce que finalement, tu te rends compte que oui, j'avais même oublié, 96 points, 30 points d'avance. Mais c'est exceptionnel ce que tu viens de me dire là. Alors que moi, sur cette saison-là, dès que tu m'as dit Laurent Blanc, j'ai pensé, j'ai dit ouais, c'est quand il a foiré face à Manchester City. C'est l'année où je pense qu'il y a le scandale Serge Aurier, Rabiot, machin, la chicha, tout ça. Une année assez compliquée. En fait, dès que tu me dis ça, il y a d'autres choses qui viennent en tête. Mais c'est pas des choses positives en fait, tu vois. Mais ça change rien, effectivement, tu as parfaitement raison. C'est vrai qu'en Ligue 1, quand même, ils étaient très forts. Et c'est dommage parce que cette année-là, en Ligue des Champions, et jusqu'à présent, je pense que c'est peut-être une des meilleures équipes. Il y avait possibilité de faire quelque chose. Si tu enlèves celle qui allait en finale face au Bayern avec Tuchel. Je suis d'accord avec toi sur ta liste. Moi, j'ai juste une équipe à peut-être rajouter rapidement, encore une fois. Chelsea 2005. Chelsea 2005. Ouais, ça, pour moi, c'est pas dans les grandes équipes. On ne le met pas dans le top 5, comme tu dis, liste complémentaire. Mais faire une saison de football en Première Ligue et n'encaisser que 15 buts en 38 matchs, c'est tout. Moi, c'est juste ça. J'avais que ça à dire. Pour moi, ce Mourinho-là, c'est ça le grand banditisme. C'est-à-dire que tu n'as pris qu'un seul but presque tous les 2 matchs en moyenne, et même moins en fait, et même beaucoup moins en fait. Même tu as 0, quelque chose. Pour moi, ça c'est juste exceptionnel. Une équipe avec des bandits, des John Terry, des Paolo Ferreira, des Ricardo Carvalho, des Claude Makelele, vraiment une équipe vraiment de guerriers, d'une équipe vraiment de guerriers. Ça a fonctionné. C'est là où tu vois que la sauce Mourinho fonctionne. Quand il nous dit que c'est de special one, je pense que c'est à ce moment-là vraiment qu'il nous le montre, parce que ça c'est une domination de Chelsea
en championnat et surtout une domination défensive. Et souvent, durant les années qui ont suivi, les années Cristiano, Messi, on a vraiment beaucoup mis l'emphase sur le football offensif, sur les équipes qui marquent énormément de buts, sur les gars qui font des saisons à plus de 100 buts marqués, je dis bien en termes d'équipe, je dis. Mais quand tu as fait 38 matchs, tu as pris que 15 buts, je ne peux dire que bravo. Donc, voilà. Défensivement, très costaud. Et en plus, il enchaîne, juste avant, il sort de Porto 2003-2004, il gagne la Ligue des Champions, vraie consécration. Mais justement, tu parlais d'United, ça c'est l'équipe que j'avais oubliée, parce qu'elle était en fait à bataille entre 5e et 6e. Je suis content de l'avoir repéré et de pouvoir en parler vite fait. C'est le Manchester United de 07-08 quand même, qui gagne la Ligue des Champions. Et j'ai retrouvé leur système. Van der Sar, Ferdinand, Vidic, le triangle d'acier, Rooney, Cristiano Ronaldo, Scholes, Giggs qui entre en sortie de banc. Les premiers moments de Nani, c'était un truc de dingue aussi. Et la Ligue des Champions remportée contre Chelsea, machin. Une performance moins dominante que d'autres équipes. Parce que cette Ligue des Champions remportée contre Chelsea, c'est à une glissade près de John Terry, de pas se faire, etc. Mais un beau champion de Première Ligue, champion aussi en 2006-2007. Mais voilà, je voulais quand même parler de ce Man United. Il y a des trucs à dire sur Manchester United. Et voilà, mais je crois qu'on a fait un peu plus d'une heure là. On a parlé de tellement de gars. Bon, les amis, dites-nous dans les commentaires peut-être votre top 5. Là, vous avez pas mal de matière sur laquelle vous basez, et puis tous vos souvenirs à vous, toute votre expertise, votre culture foot à vous, celles qu'on a oubliées aussi, celles qui vous ont le plus marqué. Dites-nous tout ça dans les commentaires, et voilà, on a fait un peu le tour. On se retrouve très très vite pour la prochaine, et pour un prochain épisode avec Stan. Rendez-vous sur sa chaîne, abonnez-vous pour pas rater tout le contenu qu'on fait de son côté aussi. Et on se dit à bientôt, prenez soin de vous, bisous. Ciao.